Raoul. C'est parti. Ok. Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci de vous rendre disponible ce soir pour évoquer avec nous un sujet qui est vraiment un sujet d'actualité, qui concerne les évolutions du cadre juridique autour de la fin de vie et en particulier de l'aide médicale à mourir. Le Sénat a rendu le travail fait en commission il y a quelques jours seulement, et donc on est encore dans une actualité parlementaire qui est en situation de navette. Enfin, pour l'instant, c'est au Sénat, et puis probablement ça repartira à l'Assemblée nationale. Ravi que vous soyez nombreux à vous intéresser à ce sujet. On a la chance ce soir d'accueillir des professionnels qui sont extrêmement impliqués sur ces sujets-là. Marie-Odile Vincent, qui dirige l'EHPAD Jacques Bonvoisin à Dieppe, qui est psychologue, et cet EHPAD fait partie du réseau Partagez Vie. Elisabeth Hubert, vous êtes médecin et ancienne ministre de la Santé, présidente de la FNEAD, de la Fédération nationale des établissements de HAD, d'hospitalisation à domicile, et le docteur Éric Carigère, qui est également médecin gériatre, et directeur médical du groupe Maison de Famille, président de la commission médicale du CINERPA. Donc voilà trois acteurs qui vont nous aider à comprendre les enjeux de ce texte ou de ces différentes versions de texte au regard des établissements, au regard des pratiques des professionnels de santé. Et on va essayer de se situer en particulier sur le champ emblématique de la fin de vie des personnes âgées, mais pas seulement d'ailleurs. Je rappelle, le Cercle Vulnérabilité et Société qui organise ce webinaire est un think tank dans lequel participent plus de 60 organisations et qui produit des notes thématiques en plus d'un certain nombre d'actions. Alors, parmi les notes thématiques, vous en voyez 4 que j'ai sélectionnées pour illustrer le sujet avec vous ce soir. Une note qui s'intitule « Fin de vie en EHPAD, de l'hébergement à l'accompagnement », qui a été le point d'entrée pour les travaux du cercle sur les sujets de fin de vie. Plus récemment, on a produit une note qui s'appelle « Pour un modèle français solidaire de la fin de vie », afin d'éclairer le débat public et notamment les décideurs. Et puis deux autres notes qui sont connexes par rapport à notre sujet de ce soir, qui portent sur l'attractivité des métiers du grand âge d'un côté et l'attractivité des métiers du care de l'autre côté, sachant que ces projets de loi ou propositions de loi ont un impact sur les professionnels de santé. On y reviendra. Alors, déjà, vous situez là où on en est. Alors, le sujet de la fin de vie est dans le débat public depuis longtemps. Je vous rappelle qu'il y a eu de nombreuses propositions de loi. Je ne veux pas vous faire un historique, mais à un moment donné, le président de la République a organisé une commission nationale sur la fin de vie qui s'est prononcée d'une manière très, très explicite en faveur du soutien aux soins palliatifs et de manière assez explicite parce qu'il y avait beaucoup de scénarios qui étaient parfois divergents sur la légalisation d'un droit à l'aide à mourir. Et le sujet est revenu à l'agenda de l'Assemblée nationale avant la dissolution de l'Assemblée nationale, puis de nouveau il a été retraité et en est sorti un document. Le thème général, c'est le droit à l'aide à mourir. Et à l'issue de ce document, je vais pas détailler chaque mesure de ce document, parce qu'en plus, il est encore sujet à débat, mais l'enjeu est d'autoriser en France ce qu'on va appeler plus concrètement le suicide assisté et ou l'euthanasie. Suicide assisté étant le cas de figure pour les personnes capables de s'administrer elles-mêmes une substance létale, et l'euthanasie étant le cas de figure pour les personnes n'étant pas en capacité de s'administrer eux-mêmes une substance létale. Le texte est arrivé au Sénat où il a été discuté la semaine dernière et il sera voté dans quelques jours, enfin, il sera soumis au vote dans quelques jours, et qui infléchit la position, le texte de l'Assemblée nationale, vers une assistance médicale à mourir. Les mots ont leur importance parce qu'ils ne couvrent pas exactement le même périmètre. Le texte du Sénat revient davantage en termes de conditions, en termes de cadre de pratique sur celui de la loi Leonetti, Claes-Leonetti 2016, qui prévoit des situations de fin de vie dans le cadre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès
afin d'éviter de souffrir et de subir une obstination déraisonnable. Pour éclairer un petit peu ce cadre-là, voilà les conditions d'admissibilité un peu synthétisées telles qu'elles ressortent du texte de l'Assemblée nationale. 5 conditions ont été mises en avant. La personne doit être majeure et de nationalité française ou de résidence stable et régulière en France. Ces critères-là sont pareillement repris au Sénat. Elle doit pouvoir, c'est le cinquième, le dernier, disposer d'une volonté libre et éclairée. Ce critère-là ne fait pas non plus débat entre le texte de l'Assemblée nationale et celui du débat. En revanche, les critères d'admissibilité tenant à la situation au regard de la santé de la personne diffèrent, puisque l'Assemblée nationale prévoit que toute personne en situation d'affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée, c'est-à-dire dans un cadre où le processus est un processus irréversible affecte sa qualité de vie, ou bien en phase terminale. De l'autre côté, le Sénat, lui, a repris une formulation un peu plus ancienne, affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court terme, avec souffrance réfractaire. Si on revient du côté gauche, on voit que l'Assemblée nationale, elle, a voulu faire droit à des situations de souffrance physique ou psychologique constantes, liées à l'affection, soit réfractaires, soit jugées insupportables par la personne elle-même, alors que dans la partie droite, le texte du Sénat, on a d'abord des souffrances réfractaires et dans le cas d'arrêt de traitement, alors dans ce cas-là, des situations susceptibles d'entraîner une souffrance insupportable. On n'est donc pas tout à fait sur le même périmètre et le Sénat aujourd'hui se place davantage dans les conditions d'accessibilité à la sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès posé par le cadre de la loi de 2016, Claes-Leonetti, comme je l'ai dit. Le texte de loi prévoit, je l'ai mis entre guillemets, une décision prise par un collège pluriprofessionnel. On essaiera de discuter cette notion-là parce qu'elle ne fait pas exactement référence à une notion de collégialité. Le texte de loi prévoit la possibilité d'une clause de conscience pour les personnels qui feront partie de ce collège pluriprofessionnel. Et puis, de manière plus précise encore, les deux textes prévoient que les établissements de santé ou les établissements médico-sociaux ont l'obligation d'accueillir, si jamais l'acte ne devait pas être pratiqué par leur propre personnel, obligation d'accueillir des professionnels externes pour permettre l'administration d'une substance létale. Enfin, le texte de l'Assemblée nationale, qui n'a pas été repris par le Sénat, prévoit dans un article 17 ce que les journalistes, que la presse appelle plutôt un délit d'entrave. Ce n'est pas marqué comme ça dans ces termes-là dans le texte de loi, mais en tout cas, il y a des sanctions qui sont d'ordre pénal et qui sont prévues pour toute personne qui chercherait à dissuader ou à intimider soit les bénéficiaires de l'aide à mourir, soit les acteurs de terrain. Ça, c'est le résumé très sommaire, puisque le but de notre échange ce soir n'est pas de rentrer dans une exploration ligne à ligne de la proposition de loi, mais on va affiner notre focale avec nos 3 intervenants. Ce qu'on va vous proposer, c'est de discuter dans le sillage d'ailleurs de ce que nous avions mis en évidence dans notre note sur le modèle français solidaire de la fin de vie, quel peut être, en l'état actuel de ce texte ou de ces textes, quel pourrait être l'impact de ces textes sur les personnes vulnérables elles-mêmes. Par personnes vulnérables, on va entendre les personnes âgées, les résidents d'EHPAD, on va entendre des gens en situation de polypathologie, d'isolement, peut-être même d'isolement social, de handicap aussi. Donc, il y a peut-être un effet sur des gens qui, aujourd'hui, ne pensent pas forcément aide à mourir et qui pourraient, à terme, se sentir concernés par ces dispositions, par ces droits. Effet également sur les proches, parce qu'ils sont de fait impliqués dans ce type de décision, avec des risques de tension intrafamiliale, avec des risques de conflits, y compris de conflits avec les équipes soignantes. Et ces familles, ce système familial doit aussi pouvoir faire l'objet d'une pédagogie, parce que la loi est complexe,
qu'elle n'est pas toujours bien appréhendée par tout le monde, y compris par les professionnels, on en dira un mot. Et puis, ça peut mettre les professionnels en situation de médiation, en tout cas en situation de tension par rapport aux familles et pas simplement par rapport aux personnes dont elles ont directement la responsabilité. Impact également sur les professionnels, même si une clause de conscience est reconnue à certains d'entre eux, ça vient bousculer la culture du soin, ça vient bousculer les risques de tension, enfin, ça vient générer des risques de tension au sein des équipes. Ça peut aussi provoquer des besoins de monter en compétences. Donc, il y a quelque chose qui vient changer non seulement la philosophie du soin, mais la pratique de la part des professionnels, et puis impact sur les établissements et sur leurs responsables, lesquels ont eu, comme je l'ai dit dans l'article évoqué, l'article 14, nécessité de procéder à la possibilité de pratiquer l'acte dans leur établissement. Et derrière se pose la question de comment vont-ils l'organiser? Est-ce que leur responsabilité peut être juridiquement invoquée? Alors, pour en parler de manière assez concrète ce soir, je souhaiterais qu'on place vraiment notre discussion sur celle des risques pour les acteurs de terrain au regard de l'impact sur les 4 catégories que j'ai citées à gauche, et puis quelles sont les ressources qui peuvent être proposées, qui existent ou qui devraient être pensées pour permettre aux professionnels de faire face à ces nouvelles pratiques, ces nouvelles exigences dans un contexte sécurisé. Enfin, on pourra aussi s'autoriser à imaginer, à faire des propositions de formulation parce que cette loi est encore en discussion et donc le travail peut être tout à fait amendé à ce stade-là. Voilà, j'en ai fini pour ce qui est de ma présentation directement. Je vais laisser ça à l'écran encore un petit instant pour que ça nous serve de repère. Et j'aimerais donner la parole à Marie-Odile Vincent, qui va nous relater une situation de terrain qui va nous permettre de prendre la mesure des situations qui peuvent être plus ou moins fréquentes dans ce type d'établissement et ce que ça pose comme difficulté. Marie-Odile, je te laisse nous présenter un cas tout à fait concret. Merci. Alors en fait, quand on voit un projet de loi comme celui-là, forcément, on s'interroge sur l'impact que ça pourrait avoir sur l'établissement. Et moi, j'ai cherché à savoir quels résidents concrètement ça aurait pu concerner. Et donc ça fait 7 ans que je suis directrice au sein de cet établissement et il y a une seule personne en fait qui me vient à l'esprit. Donc c'est un monsieur qui est arrivé chez nous à 101 ans avec des capacités cognitives tout à fait remarquables. Et puis 2 ans après son entrée, l'état général s'affaiblissait un peu et il est apparu à tous que ce monsieur glissait tranquillement vers sa fin de vie. Une fille était revenue des îles, de la Réunion pour l'accompagner. Il avait 2 fils aussi autour de lui. Et le fils vient me dire un jour, voilà, je viens vous voir, papa aimerait que ça aille vite. Voilà, faudrait pouvoir accélérer un peu. Donc, je monte voir le résident qui me fait la liste des pays européens qui pratiquent l'euthanasie. Et je lui dis en souriant que comme il vient de ne pas me le citer, il y a la France et que par contre, il a autour de lui ses enfants qui sont là tous les 3, qu'il y a certainement encore de jolies choses à vivre et de discussions possibles. Je lui demande s'il est douloureux. Il me répond que physiquement non et que psychologiquement oui. Donc on a mis dans la journée un traitement anxiolytique pour pouvoir maîtriser cette douleur qu'il décrivait de psychologique. Et puis, je redescends. Le lendemain, son fils revient me voir. Il me dit, écoutez, je ne voudrais pas avoir l'impression d'être un fils qui veut tuer son père, mais écoutez. Et il avait enregistré sur son téléphone, il disait à ton père, tu veux que ça aille vite? Et son père répondait, je ne demande que ça. Donc là, j'étais en discussion dans le hall avec le fils et je lui dis que moi, ce que j'ai observé en établissement, c'est que les personnes qui veulent mourir vraiment quand elles sont complètement en accord avec cette décision arrivent à mourir très tranquillement et très simplement en 2-3 jours.
et que si son papa est encore là avec un corps de 103 ans, avec la volonté affirmée de mourir, c'est probablement qu'il y a encore une pulsion de vie qui est là et peut-être encore quelque chose à faire pour ce monsieur. Et puis, le monsieur va mourir 2-3 jours plus tard, tout à fait naturellement. Pour l'anecdote, il mourra quand même en souriant à l'infirmière et en la remerciant, ce qui était une mort tout à fait jolie pour nous. Et le fils vient me remercier de l'accompagnement, à la fois des 2 années et à la fois de cet accompagnement de fin de vie. Et puis il s'en va, et 6 mois après, le fils revient et me dit, je voulais vous redire merci pour l'accompagnement de fin de vie de mon papa. Et je lui dis, mais vous l'avez déjà fait? Il me dit non. Vous nous aviez dit à l'époque que certainement il y a des choses qui pouvaient se jouer au chevet de notre papa sur ce temps-là, et il se trouve que ma fratrie n'a jamais été aussi soudée que depuis cet événement, et que effectivement ce temps-là nous a servi à cela. Voilà. Donc je voulais vous partager cette situation parce qu'elle montre comment la fin de vie peut être accompagnée aussi en établissement, à la fois sur un temps long, puisque ce temps-là, on ne sait jamais ce qu'il s'y passe en fait, et aussi en lien avec les familles, parce que ce sont elles qui restent et ce sont elles qui doivent vivre après. Merci beaucoup, Marie-Odile. Moi, je souligne dans ce que tu viens d'évoquer le contraste entre une demande sociale qui est forte et le peu de situations que tu as pu observer dans ton établissement en 7 ans. Donc, vous aurez tous noté aussi que finalement, il y a un déplacement de la réponse par rapport à une première demande qui est je veux pouvoir mourir rapidement. Il y a une bonne écoute de la demande, mais un déplacement de la réponse qui se polarise davantage vers l'accompagnement, jusqu'à finalement, et c'est heureux, que ça contribue à souder la famille au lieu de la diviser. Ce qui aurait pu être aussi le cas, puisqu'il y avait une fille, il y avait plusieurs enfants. Donc ça, c'est déjà intéressant pour nous de comprendre qu'il y a aussi une forme de nécessité de temporiser par rapport à des demandes. Et que c'est sans doute ça qui est aussi demandé à des professionnels, c'est d'avoir le recul, donc le métier, donc peut-être eux-mêmes l'accompagnement pour ne pas être en prise directe et seule avec une demande. Je voudrais donner maintenant la parole à Elisabeth Hubert, que je vous précise que vous devrez nous quitter, Madame Hubert, un peu plus tôt avant la fin, donc que les participants de ce webinaire ne soient pas surpris, pour avoir de votre point de vue de présidente de la FNEAD, aussi ce regard sur en quoi le monde de la santé à domicile peut se retrouver en difficulté par rapport à ce texte de loi. Quelles sont vos craintes au regard des publics? Quelles sont vos craintes au regard des familles, au regard des professionnels et au regard des établissements? Et comment est-ce que vous voyez que ce texte de loi pourrait être intégré avec peut-être des ajustements, mais dans la pratique qui est la vôtre? Merci de donner la possibilité effectivement aux établissements d'hospitalisation à domicile d'expliquer leurs pratiques et leurs interrogations, et je n'hésite pas à le dire, leur opposition à ce texte. L'hospitalisation à domicile, elle est ce mélange d'hospitalisation, c'est-à-dire de prise en charge de personnes qui ont besoin de soins complexes, et de capacité à le faire à domicile, c'est-à-dire cette possibilité qu'il y a de gérer des soins complexes. Et bien évidemment, les soins palliatifs sont bien souvent des soins complexes, ce qui nous amène dans nos établissements, parce que nous avons ce statut d'établissement, c'est un statut juridique, même s'il n'y a pas de mur. Ce statut nous amène à effectivement prendre des gens compliqués. Et en soins palliatifs, c'est aujourd'hui environ 100 000 patients en 2025 que nous aurons suivis en soins palliatifs. Donc ce n'est pas négligeable. Et ce qui a été évoqué il y a quelques instants avec ce témoignage d'une personne en fin de vie, c'est cela que nous entendons à peu près tous les jours. Et comme j'ai pu l'écrire aux parlementaires, aux députés ou aux sénateurs, en réalité, ces demandes, elles sont des demandes de bien souvent des appels d'amour, des appels d'attention,
des appels d'une considération vis-à-vis desquels ces personnes s'interrogent. Et je pense qu'effectivement, il est très rare, et dans ce cas-là, on peut se poser la question de la qualité des soins que l'on peut donner, que se maintienne une demande de mort, parce que la douleur physique, nous avons aujourd'hui les moyens de la gérer et de la maîtriser. La douleur psychologique, elle doit être aussi, cela a été évoqué, gérée. Donc ce quotidien va nous amener demain, si les textes, que cela soit celui jusqu'au boutiste de l'Assemblée ou celui ambigu du Sénat, à devoir pratiquer une activité dont on sait qu'elle sera très sollicitée au domicile, puisqu'il suffit de voir ce qui se passe à l'étranger, les manifestations d'euthanasie et de suicide assisté qui sont développées dans un certain nombre de pays se font de plus en plus souvent aujourd'hui au domicile des patients. Donc nous savons que les établissements d'hospitalisation domicile feront partie des structures qui seront sollicitées si les textes se mettent en œuvre. Le problème, c'est qu'effectivement, les soignants, qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmiers, ou les environnants de soignants, je pense aux psychologues, ne s'estiment pas dans leur situation de considérer que c'est un soin que de donner la mort. Et cette difficulté, elle risque d'être d'autant plus intense que si nous avons, et vous nous demandiez d'être concret, que si effectivement il y a une clause de conscience qui s'applique individuellement, qui est prévue tant dans le texte de l'Assemblée que dans le texte du Sénat, et qui amène donc un infirmier ou un médecin à éventuellement refuser de participer à cette démarche, fût-elle collégiale et en toute hypothèse d'administration d'un produit létal, il n'en demeure pas moins que les responsables d'établissement seront, eux, en situation de devoir organiser le geste et organiser l'intervention de praticiens qui pourront pratiquer cette euthanasie ou ce suicide assisté. Donc, on est dans une situation qui nous inquiète énormément, qui inquiète bien évidemment énormément les directeurs d'établissement, dont beaucoup des soignants leur disent, de toute façon, ça sera sans nous. Alors, je sais que certains imaginent, et d'ailleurs c'est en partie prévu, qu'il y ait le recensement des professionnels médicaux ou soignants qui seraient prêts à délivrer ces substances létales et qu'il puisse être fait appel à ces personnes. Mais la France n'est pas tout à fait égale dans sa représentation sanitaire. Qu'en sera-t-il dans certains endroits de France qui sont plus désertifiés, qui sont plus éloignés de toute activité urbaine, dont on sait qu'effectivement, c'est certainement plus là qu'il y aura une présence de personnes soignantes qui seront disposées à faire ces gestes létaux. Donc, on est face à cette démarche complexe, avec un texte du Sénat qui, en voulant réduire le champ, vous savez, on dit parfois que l'ennemi du bien, on peut faire pire que ce que l'on a envisagé de faire. On est tout à fait dans cette situation. Le Sénat a réduit le champ, non plus à des personnes dont le pronostic vital serait engagé avec une fin de vie qui pourrait se dérouler à court ou moyen terme. Là, nous sommes dans une pratique qui concernerait des personnes vraiment à la veille de leur mort, dans les jours qui précèdent. C'est-à-dire, selon moi, vous êtes un cercle qui s'intéresse à la vulnérabilité, certainement le summum de la vulnérabilité que l'on peut connaître. Quelle vulnérabilité supérieure peut-on avoir que celle qui est précisément celle de juste avant la mort? Et c'est dans ce contexte-là, alors que nous avons en chance d'avoir en France la loi de 2016, la loi Claes-Leonetti, de la sédation profonde et continue, qui, on le sait, malheureusement, mal utilisée en France, mal connue, insuffisamment entendue de la part des professionnels pour qu'elle soit éventuellement administrée à des personnes qui en ont la demande et qui en savent ce dont il s'agit, avec les règles qui sont celles imposées par le texte il y a bientôt 10 ans. Il n'en demeure pas moins que
dans ces situations, c'est précisément la plupart du temps une sédation profonde et continue qui pourrait être exercée. Et on va nous demander de pratiquer un geste létal dans un contexte qui pourrait être de l'administration par la personne, mais on sait que si c'est à la veille de la mort, très certainement l'état physique sera peu probablement en situation de leur permettre de le faire, et donc on est bien dans un geste d'euthanasie. Et comme la transformation sémantique a été faite d'une aide à mourir dans une assistance médicale, c'est considéré comme étant un soin. Et donc, l'ambiguïté du texte du Sénat est extrêmement prégnante et, je le répète, n'efface en rien le périmètre très large et quelque part le jusqu'au-boutisme du texte de l'Assemblée nationale. Je vois une autre. Alors, il y a cette ambiguïté sur le soin. Je vois une autre ambiguïté, c'est que dans le texte, le directeur d'établissement est tenu de permettre l'accès, mais en Dans les deux cas. l'occurrence, s'agissant d'une HAD, je voudrais avoir votre avis sur si un médecin. Alors déjà, revenir sur le texte de loi, quand un médecin fait jouer ou une infirmière fait jouer sa clause de conscience, il doit lui-même désigner, identifier quelqu'un susceptible de commettre cet acte. Ce qui veut dire que les professionnels de HAD qui refuseraient de s'impliquer devraient identifier quelqu'un qui interviendrait à domicile sous couvert de HAD, lequel HAD bénéficie du statut d'établissement. Donc, d'un point de vue organisationnel, c'est un peu compliqué, semble-t-il, parce qu'on n'est pas dans le même cas de figure qu'un EHPAD ou un hôpital. Il y a l'accès au domicile avec les professionnels qui viendraient et qui n'ont pas l'historique non plus de la famille. Ça, pas l'historique, avec en plus puisque le texte de l'Assemblée, qui déjà reprenait un certain nombre de ces points, ont soulevé un certain nombre d'interrogations au niveau des professionnels, avec l'ambiguïté supplémentaire qu'effectivement nos professionnels disent mais quelqu'un qui est à la veille de sa mort, on ne va pas l'abandonner. Donc c'est le non-abandon qui serait celui des soignants habituels, versus effectivement quelqu'un qui arrive auprès de ce patient dans son environnement. C'est-à-dire, alors vous allez me dire, en EHPAD, c'est pareil, c'est son domicile et on est dans un environnement habituel. Mais là, c'est dans sa chambre, dans son lit, là où certaines personnes auront habité pendant des décennies. Une personne qu'elle ne connaît pas va être introduite, et à côté de cela, néanmoins, s'il y a besoin de changer le patient, s'il y a besoin de le laver, il y aura aussi, ne nous le cachons pas, les soins post-mortem. Nous faisons les toilettes post-mortem. Et ça devra être effectivement nos professionnels qui auront été non pas actifs, mais plus ou moins associés à cette démarche. Oui. Et nos directeurs, et moi-même qui suis présidente d'un établissement d'HAD à Nantes, notre responsabilité, aussi bien à la directrice qu'à moi-même, seront engagés et nous amènerons à devoir trouver une équipe qui pourra intervenir et venir pratiquer ce geste létal. Et donc, effectivement, c'est extrêmement problématique pour les professionnels. Oui, merci. C'est très clair de bien prendre conscience qu'il y a la commission de l'acte qui peut être exercée par l'un ou par l'autre qui le remplacerait, mais derrière, il y a tout ce qui se tient en amont, il y a tout ce qui se tient en aval et qui n'est pas, où la personne qui commettrait, qui prescrirait et exécuterait l'injection létale n'est pas associée. Donc les soins post-mortem vont associer de fait des gens qui ont cherché à se mettre en retrait et qui vont revenir complètement dans l'équation. J'aurais une question, mais qui va concerner tous les trois après, mais je vous la cite dès maintenant. C'est véritablement, on sent à quel point les professionnels, ceux qui voudraient refuser, mais aussi ceux qui accepteraient de commettre les actes, peuvent être exposés, et donc se posera la question de savoir comment est-ce qu'on les consolide, comment est-ce qu'on les outille, comment est-ce qu'on les accompagne. Je vais donner la parole à Dr Carigère, Éric Carigère, pour que tu puisses nous dire, Éric, un petit peu comment est-ce que tu vois, de ton point de vue de gériatre et de responsable d'un réseau d'EHPAD, les risques au regard de ces populations, et comment est-ce qu'on peut organiser en l'état un accompagnement avec les textes qui nous sont proposés. Alors d'abord, bonsoir à tous, hein, merci d'organiser ce temps de réflexion.
Si je voulais provoquer un peu, je pense que aussi bien ceux qui espèrent une dépénalisation d'un acte d'aide médicale à mourir ou ceux qui le craignent, relativisons, la loi ne peut pas tout. Et s'il suffisait d'un texte de loi, quel que soit ce côté permissif ou pas, pour modifier les pratiques, ça se saurait. Et d'ailleurs, si nous en sommes là aujourd'hui à vouloir cranter, ou certains cranter encore un peu plus un droit d'un patient à pouvoir demander la mort par un tiers, eh bien, c'est parce que probablement que depuis 20 ans où la première loi de Leonetti est sortie du 22 avril 2005 et depuis 10 ans la loi dite Claes-Leonetti du 2 février 2016 ne sont probablement pas appliquées. Et si je veux rester dans un optimisme non pas béat, mais quand même, dans l'hypothèse dans laquelle on se place aujourd'hui dans notre réflexion, où le législateur viendrait à ouvrir ce droit à une aide médicale à mourir, ce serait pour moi un levier supplémentaire peut-être d'appliquer les lois existantes. À commencer, si on s'attaque à si je reprends un petit peu la problématique que vous nous avez posée, celle des personnes vulnérables, oui, bien évidemment, les personnes vulnérables sont toujours plus à risque de subir des choses contre leur volonté. C'est probablement aujourd'hui de travailler sur le droit du patient. Je ne vais pas revenir sur tout ce que permet la loi déjà, depuis les directives anticipées, depuis le choix de sa personne de confiance, depuis notre interdit déontologique hippocratique de celui de l'obstination déraisonnable, ou celui encore plus récemment d'une sédation palliative profonde et continue, ce droit de mourir pour ne pas, ce droit de dormir pour ne pas souffrir avant de mourir. C'est évidemment ces fondamentaux-là qui ne sont pas appliqués aujourd'hui. Elisabeth Hubert le rappelait. Si nous en sommes encore là, c'est que nos contemporains ne nous font pas encore confiance. Ils nous réclament quoi, nos contemporains? Ils nous réclament simplement de pouvoir avoir une fin de vie apaisée. Et partant du principe que cette fin de vie apaisée n'est probablement pas encore assurée, ils se disent autant rester, mettre à bord jusqu'au bout, de pouvoir réclamer la mort. Donc le vrai sujet, il est là. Pourquoi aujourd'hui, en 2026, notre pays peuvent laisser croire encore que l'on peut finir dans des fins de vie contraires à nos volontés, dans des conditions de souffrance impossibles. Donc, ils veulent être pris en charge. Et deuxième chose qu'ils expriment bien, d'ailleurs, la dernière enquête l'avait bien démontré, c'est qu'ils sont très sensibles à la souffrance de leurs proches. Alors, on peut retourner l'argument dans les deux sens, mais évidemment, certaines souffrances de proches pourraient peut-être pousser le corps médical à provoquer la mort à l'insu de son plein gré, aurait dit Virenque, pour le patient, mais à la fois, c'est normal, j'appartiens à une communauté humaine, ma famille m'appartient, et je ne veux bien sûr pas souffrir moi-même, mais je ne veux pas faire souffrir mes proches. Et nos contemporains, aujourd'hui, ceux qui pensent qu'il faut aller plus loin, considèrent qu'aujourd'hui, nous ne répondons pas bien à notre propre souffrance de malade et à la souffrance de nos proches. Une fois qu'on a dit ça, ça fait 30 ans que l'on combat cet interdit à donner la mort, qu'on a une conviction que la vie est plus forte que la mort, et donc l'engagement qu'on a sur ces affaires-là, c'est qu'en 2026, tous les jours au quotidien, pour repartir de situations pratiques, on voit d'abord des situations d'obstination déraisonnable. On voit encore des situations de douleur physique qui ne sont pas soulagées alors qu'on sait faire. Et on voit encore des sédations profondes et continues qui sont à la marge. Et pourquoi elles sont à la marge? Moins de 1% de nos contemporains bénéficient de ce droit à dormir pour ne pas souffrir avant de mourir. Ça nous interroge, et à commencer par le Palliato que je suis, créateur d'une équipe mobile et d'une unité fixe, et fondateur d'une association de bénévoles de soins palliatifs. Je me dis que 30 ans après, on a progressé, mais pas suffisamment. Donc, si on se place sur l'aide active à mourir qui devait passer, moi, je ne suis pas très inquiet. Et pour répondre concrètement à ta question, cher Tanguy, dans les EHPAD, sous réserve que les critères restent ce qu'ils sont, mais surtout par rapport aux situations que nous vivons, si nous appliquons bien la loi d'aujourd'hui, les situations d'aide active à mourir, je ne dis pas que singulièrement dans notre société, à travers un certain nombre de pathologies graves et incurables, il ne peut pas y avoir des indications singulières, mais dans le champ de l'EHPAD, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. N'empêche que moi, ce que j'entends pour conclure sur ce point, c'est que certains de nos contemporains, pour reprendre une métaphore un petit peu religieuse, ne veulent plus forcément porter leur croix pour espérer aller au paradis, ne veulent plus vivre la phase ultime de leur maladie grave et incurable évolutive,
Et il considère qu'aujourd'hui, dans ces situations-là, la médecine ne sait pas lever le pied avant, ça s'appelle une limitation d'arrêt de traitement actif, ne sait pas prendre le risque d'un double effet pour soulager la douleur, ou ne sait pas leur offrir ce droit à dormir pour ne pas souffrir avant de mourir. Donc moi, si je voulais positiver, j'espère évidemment que la législation ne passera pas, parce que on craint tous les dérives d'une législation à donner la mort. On a tous évoqué les arguments, et en particulier Elisabeth, qui sont contraires à nos valeurs, à notre morale, à notre éducation de soignants. Mais je me dis que si ça doit se faire, ça nous obligerait encore plus à faire tout ce qui n'a pas été fait pour que la vie qui prenne fin puisse mourir, que la mort puisse arriver naturellement dans des conditions apaisées pour la personne malade, pour ses proches et pour les professionnels. Donc, moi, j'entends dans ce que tu dis, Éric, une espèce d'espérance que finalement, si cette loi devait être votée, elle viendrait obliger les professionnels à muscler leurs compétences en soins palliatifs, un peu comme dans l'exemple que proposait Marie-Odile tout à l'heure, prendre le temps d'approfondir quelle est la demande profonde de la personne plutôt que de rester sur sa demande immédiate. Donc, on peut imaginer qu'il y aurait une opportunité à aller plus loin que nous n'allons aujourd'hui. La question de départ, c'est pourquoi est-ce que les contemporains ne font plus confiance ou autant confiance dans les professionnels de santé. Donc, j'ai envie de retourner à la question en disant comment faire pour que cette confiance soit première, quoi. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les professionnels entrent dans la relation avec le patient, qui était vraiment au cœur de l'exemple de Marie-Odile, hein, et pour ne pas en rester à une demande formelle, et donc aider à transformer cette demande en un processus d'accompagnement et pas simplement voilà, trouver la réponse légale immédiate. Ouais. Comment est-ce que... Oui. Si vous permettez, je crois qu'en réalité, si vous voulez, et y compris quelque part dans l'exemple qui a été évoqué de cette personne centenaire et des réactions des enfants, en réalité, le problème, c'est l'image même de la mort, c'est l'image même de ce que on trouve du temps, et c'était très bien dit et relaté tout à l'heure, le temps à mourir. Et les demandes qui ont été évoquées, et Eric avait raison de relativiser dans le domaine des EHPAD, parce que je crois aujourd'hui, c'est moins un problème de confiance dans le corps de santé, dans le monde de la santé qui interpelle, qu'en réalité, une profonde, et on ne peut pas leur vouloir, puisque c'est aussi le cas malheureusement du monde soignant, une profonde méconnaissance des outils existants et de ce que Eric a réévoqué de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, de son insuffisance de pratique, plus qu'un manque de confiance vis-à-vis des soignants. Quant aux gens qui sont très partisans, et je respecte leur opinion, elle n'est pas du tout la mienne, mais je la respecte, mais qui sont très partisans d'un processus actif, qu'il soit d'euthanasie ou de suicide assisté, c'est parce que, et ils le verbalisent très bien, ils veulent être en maîtrise. C'est-à-dire, je veux choisir le moment de ma fin. Et c'est pour ça que on est les uns et les autres, je pense, très inquiets, parce que la vulnérabilité, elle est très large, elle est bien sûr celle de l'âge, elle est celle du handicap, mais aussi des conditions socio-économiques. Le Canada voit une proportion non négligeable de personnes qui ne sont pas obligatoirement très âgées, mais qui sont avec des états de souffrance, c'est souvent des problèmes psychologiques qui ont été prégnants à un moment ou à un autre, et qui sont dans des situations économiques qui les amènent à ne pas vouloir poursuivre leur vie et pas obligatoirement d'être en fin de vie et dans une situation médicalement qui les condamne. Donc, je crois que ce qu'il faut avoir en tête, c'est, y compris l'alarme que nous donnons, c'est non seulement par rapport à ces textes, mais c'est que tous les pays qui ont adopté une législation
ont eu, dans les années qui ont suivi, une extension de ces législations. D'ailleurs, en France, nous avons fait pareil sur d'autres sujets. Nous avons déjà eu des votes et des lois qui ont été votées pour avoir été, il y a 30 ans, dans les premières lois bioéthiques. Ces premières lois, elles ont fait l'objet ensuite d'extensions, d'un périmètre, d'indications, de formalisation qui sont différents. Donc, c'est aussi cela que nous disons, c'est attention, aujourd'hui, les bornes qui sont mises, nous savons qu'elles n'existeront demain pas, et que c'est dans ces conditions-là qu'il y aura rupture de confiance vis-à-vis du professionnel soignant, puisque si la main qui soigne peut être aussi la main qui tue, à quel moment ne me dirais-je pas que finalement, parce que j'aurais peut-être eu des paroles ou des propos de découragement, mais qui ne seront pas obligatoirement la traduction de la vérité, dans quelle mesure la confiance que je place dans le soignant ne sera-t-elle pas mise à mal? Donc là, on voit votre inquiétude de professionnel à l'idée qu'une loi qui est censée répondre à une demande et à un droit, enfin une demande éclairée, pourrait en fait venir fragiliser encore davantage les populations qui le sont déjà. Déjà, tout à fait. Si tu permets, Oui, Eric. Tanguy, en écho à ce que disait Elisabeth, c'est que moi j'allais dire que demain, si cette loi passe, je me sens encore plus engagé à faire ce que je tente déjà de bien faire. Et le geste ultime, que ce soit demain, même si évidemment ça n'a pas la même valeur ni symbolique, ni éthique, ni déontologique, ni anthropologique, que celle d'arrêter un traitement, que celle d'endormir définitivement, que celle de pousser un produit létal, c'est tout ce qui se passe en amont. C'est tout ce qui se passe en amont. À savoir écouter la souffrance du patient, lui ouvrir ses droits, accompagner ses proches, soutenir les équipes, faire tout ce qui est dans notre pouvoir, dans la connaissance médicale et scientifique et pharmacologique, pour répondre à la souffrance des gens, pour que ce temps de vie qui prenne fin reste un temps apaisé et un temps qui fasse sens. Si on faisait déjà bien ça, on verra ce qui reste au bout. Il y a toujours des situations extrêmes, il y en aura peut-être plus demain par les progrès de la médecine, par l'avancée en âge, par tous ces progrès d'un jour qui ne sont pas forcément les progrès de toujours. Mais c'est vraiment quelque chose qui doit nous engager un peu plus. Nos contemporains, pour reprendre l'image de cette main qui soigne, ne doit pas être cette main qui tue. Moi, je répète à l'envi, cette main qui soigne ne peut pas être cette main qui abandonne son patient. J'exercerai peut-être ma clause de conscience en tant que professionnel. Je soutiendrai bien sûr mes équipes qui ne sont pas d'accord sur une décision qui serait prise par un médecin responsable, mais je resterai au chevet de mon malade. Aujourd'hui, les rites d'accompagnement de fin de vie sont en train de voler en éclats indépendamment de la manière dont on meurt. Que ce soit naturellement, que ce soit sur une maladie chronique incurable évolutive, que ce soit sur une mort semi-accidentelle ou rapide, c'est ce temps du rituel, c'est ce temps de l'accompagnement. On ne sait plus faire sens à ce temps de l'accompagnement de la vie qui prend fin. Alors, les religiosités, évidemment, ont du plomb dans l'aile, mais c'est toute la dimension finalement spirituelle du lien, de l'accompagnement, de ce partage, de faire un bout de chemin avec la vie qui prend fin ne fait pas sens si je ne suis pas entouré de ce que j'aime. C'est la limite aussi peut-être du système de santé publique et des professionnels. On ne peut pas remplacer toutes les carences. Voilà, donc on a besoin d'être entouré des gens qu'on aime et on a besoin que les gens qu'on aime autour de nous soient eux-mêmes pas dans une situation de souffrance. Sinon, ça donne une perte de sens du temps qui reste à vivre. Donc là, on a réfléchi plutôt sous l'angle des personnes vulnérables. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse aussi réfléchir. Je vais prendre juste après quelques questions qui ont été postées par nos participants, par nos auditeurs. Je voudrais qu'on réfléchisse, puisque là, on n'est pas dans la position du législateur. Si ces textes passaient en l'état, comment est-ce qu'on fait pour accompagner des professionnels qui peuvent aussi être fragilisés? Je voudrais qu'on aille vraiment sur ce sujet-là, qui vont se retrouver dans un contexte légal qui s'imposera à eux malgré une clause de conscience qui d'ailleurs ne vaut pas pour tout le monde. Hein.
Et donc, je voudrais voir avec Marie-Odile, par exemple, comment est-ce que tu penses au sein d'un établissement pouvoir éclairer, soutenir, conforter des professionnels dont on sait par ailleurs qu'ils sont en souffrance, malmenés, en nombre insuffisant, avec un système de santé qui est en difficulté. Est-ce que tu as une Alors, approche de je veux bien rebondir cette aussi sur question-là? la notion de confiance dont tu parlais avant, Thierry, parce qu'on a cette chance en EHPAD de prendre soin des gens sur un temps long. Et du coup, on met ça, enfin, on met avec ces semaines, ces mois, ces années communes en œuvre une alliance avec le résident, mais aussi avec sa famille. Moi, la première chose que je fais quand une personne rentre en établissement, c'est que je reçois le résident et sa famille autour de la table et je leur explique qu'on va faire équipe ensemble, que la famille a un œil sur le résident que nous, on n'a pas, et une connaissance du résident qu'on n'aura jamais dans son passé et actuellement, et que nous, on va être amenés à découvrir le résident sous un angle que la famille elle-même ne connaît pas. Et donc, je leur propose de faire équipe à ce moment-là. Ça soude véritablement une alliance. Et la personne âgée qui devient de plus en plus vulnérable est une personne âgée qui est aussi très accrochée à sa famille, aux décisions familiales. Ce qui vient d'ailleurs interroger la volonté libre et éclairée aussi à un moment, parce qu'on sait que à ce moment-là, la volonté du résident et la volonté de la famille peuvent être très, très distinctes, très mélangées, très soudées. Donc, j'ai envie de dire que la première chose qu'on a à faire, et je rejoins Eric, c'est que mieux on travaille et mieux on accompagne, et plus la famille a pu le constater dans ce temps long, et moins on va être confronté à une demande à un moment de provocation de mort, parce que on est un lieu de vie pluridisciplinaire, soudé avec les familles, et que du coup cet accompagnement fait que jusqu'à maintenant les résidents et leurs familles nous font confiance aussi dans l'accompagnement de fin de vie qu'on peut leur proposer. Et là où on est particulièrement vigilant, nous, c'est la prise en compte de la douleur, puisque c'est la douleur, à mon avis, qui peut faire qu'à un moment, le résident dit bah, « maintenant, stop ». J'ai jamais vu un résident qui n'était pas douloureux vouloir absolument accélérer sa fin de vie. Et je pense que la vigilance, elle est là. Maintenant, tu parlais des équipes. Moi, j'ai des inquiétudes sur les équipes et sur effectivement la façon dont on peut les accompagner et sur la charge mentale que ça peut procurer. En termes de clause de conscience, moi, je peux vous dire que mes 5 infirmières, aujourd'hui, elles m'ont dit que la loi était en total désaccord avec ce pourquoi elles sont rentrées dans ce métier, la façon qu'elles ont de le pratiquer, de leurs valeurs, et elles m'ont déjà dit on ne poussera pas sur la seringue, ça assez clairement. Donc, ça m'interroge, moi, sur les risques de scission d'équipe. Aujourd'hui, c'est une équipe dont tous les membres pensent la même chose, et ça va être un peu plus facile d'accompagner leur refus que si, à un moment, parce que l'une ou deux partent et que le recrutement fait entrer dans l'établissement une personne qui valide cette démarche-là, là, je pense que en termes d'accompagnement d'équipe, ça sera beaucoup plus compliqué. Et je voudrais aussi qu'on fasse très attention à la charge mentale qu'on viendrait mettre sur un infirmier, qui est dans la loi chargé. Vraiment, le mot charge est répété à plusieurs reprises. Et effectivement, de quelle charge parlons-nous? La charge mentale est énorme. Pour la loi, on a l'impression que tout s'arrête au moment du décès. Pour un soignant qui a poussé une seringue, j'ai envie de dire, tout commence à ce moment-là sur je rentre chez moi le soir, je suis tout seul, qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, je me souviens de ce qu'on a dit avec cette dame il y a 6 mois, 1 an, je me souviens de ces années qu'on a passées ensemble. Comment je peux, en tant qu'infirmière, rentrer chez moi toute seule, porter cette charge-là? Et ça, c'est une vraie préoccupation. Donc, je pense qu'effectivement, penser l'accompagnement, penser peut-être la formation, penser une façon de réfléchir en équipe à ce qu'on peut ou non faire en établissement, ça me paraît être aujourd'hui très, très important. Voilà.
J'ajoute simplement une chose pour compléter, c'est que je voyais ce matin, j'ai pas eu le temps de lire encore complètement la dépêche, mais qu'un travail avait été conduit par le professeur Thibaut Domy, qui est un cardiologue à Paris, sur la souffrance des soignants, et précisément dans ce contexte d'accompagnement de fin de vie. Et ce qui ressort, c'est qu'effectivement, apparaît et verbalisé une vraie souffrance euh, d'impuissance, d'interrogation, s'ils ont bien fait, enfin plein de choses. Et je me dis, mais on a le résultat d'une enquête dans un contexte où les lois n'existent pas encore, et déjà, pourtant, dans une situation qui est celle que l'on connaît. Alors, avec, et je souscris à 100% ce qu'évoque Eric, avec très certainement une culpabilisation dans un certain nombre de sentiments, et ce serait intéressant, je ne sais pas si ça a été fait, de savoir si c'est dans un contexte d'établissement avec des murs, ou si c'est effectivement dans un contexte éventuellement à domicile. Je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé le détail de l'enquête, mais je trouve que qu'il y ait déjà cette verbalisation d'une souffrance du monde soignant, je m'interroge de ce qu'elle sera demain. Ce qui me trouble, c'est que le texte de loi ne prévoit rien en matière d'accompagnement des professionnels. Comme si ces professionnels étaient invulnérables, sans état d'âme, et qu'il leur suffirait, s'ils sont en désaccord, de faire valoir une clause de conscience, et derrière, voilà, un autre prend leur place, et on ne se met que du côté du demandeur. Il n'y a rien qui est prévu en termes d'accompagnement psychologique des professionnels de santé, des équipes, voire même des directeurs d'établissement. Donc ça, il me semble que c'est même un angle mort de la loi, une loi qui officialise que finalement les professionnels de santé sont des exécutants de tâches qui leur sont assignées par un usager du service public, d'une certaine manière. Enfin, je caricature peut-être à vos yeux. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, et puis après je prendrai quelques questions qui nous sont parvenues. Moi, je veux bien réagir parce que c'est la question de la souffrance des soignants, et au sens large du terme, d'ailleurs, pour le monde de l'EHPAD, j'y inclus tous les professionnels qui sont confrontés à des situations de fin de vie difficiles ou à des souffrances. En fait, l'EHPAD aujourd'hui est le réceptacle des souffrances d'une société, d'une carence effectivement de la prise en charge palliative qu'on l'évoquait, alors que l'EHPAD, et pardonnez-moi, y compris à mes propres directeurs généraux et présidents du CIDERPAD, pas de m'en vouloir, mais l'EHPAD est un lieu de vie qui prend fin. S'il y a bien un lieu où la mort ne peut pas être un déni, c'est bien dans l'EHPAD. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir du temps, il ne va pas y avoir de la qualité, il ne va pas y avoir du sens. Mais si on fait du déni de la mort, la réalité que vivent les professionnels au quotidien, à commencer par un EHPAD de taille moyenne aujourd'hui, c'est 1 ou 2 décès par mois. Bien sûr, ce n'est pas une USP, ce n'est pas un service de réa, mais c'est avec, comme ça a été dit tout à l'heure par Mario Dill, c'est un temps long, c'est un temps de l'affect. C'est une deuxième famille, l'EHPAD. On n'y donne pas que des compétences et des savoir-faire et des savoir-être, on y donne de soi. Donc il y a beaucoup d'affectifs dans l'EHPAD, dans des conditions de travail qui sont très fragiles, pris en étau entre des familles en souffrance et en culpabilité, et famille je vous aime, disait André Gide, et je m'arrêterai là, mais des familles qui reportent leurs propres souffrances et culpabilités, y compris celle de voir parfois de ne pas vouloir accepter la mort d'un proche, y compris quand il a 100 ans ou plus. Des systèmes de soins qui sont défaillants, qui ne répondent pas bien, des anticipations qui ne sont pas faites. Et donc oui, il y a de la souffrance des professionnels, mais la souffrance, je dirais la fin de vie n'est que l'acmé de multi-souffrances qui sont à tous les stades de l'accompagnement en EHPAD. Donc l'EHPAD, aujourd'hui, les professionnels sont un peu le réceptacle de tous les malheurs du monde. Les professionnels, l'ensemble des cadres des EHPAD et l'ensemble des directions doivent effectivement être très très attentifs. Le rapport du professeur Thibaut Damy, effectivement, qui semble avoir eu lieu en milieu hospitalier, que j'ai pris connaissance aussi, il est intéressant là-dessus. C'est un énième constat. Maintenant, il va falloir passer aux solutions. On ne peut pas sans arrêt, j'allais dire, cracher dans la soupe, tirer sur ceux qui prennent soin, sur ceux qui soignent et qui prennent soin.
Le monde de l'EHPAD est un monde en grande souffrance. L'attractivité des métiers est difficile. Et donc, on doit véritablement, si on veut bien accompagner les personnes les plus fragiles, il faut accompagner ceux qui prennent soin, à savoir les familles et à savoir les professionnels du monde de l'EHPAD. L'EHPAD est Et, un super laboratoire gérontologique, social et gériatrique. et on peut d'ores et déjà dire que c'est l'angle mort de ces deux textes, c'est de ne pas prendre en considération l'impact sur les proches et l'impact sur les professionnels. Donc ça, c'est quelque chose qui doit pouvoir être souligné parce que si la loi répond aux désirs des uns, mais a des effets délétères pour d'autres, ça va poser des problèmes, surtout dans un système de santé qui est en fragilisation. Je prends une question. Que pensez-vous de l'idée d'une clause de conscience d'établissement pour que les établissements qui le souhaitent proposent des soins palliatifs plutôt qu'une aide à mourir, les deux étant incompatibles? Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre là-dessus, sachant que ça n'est pas une hypothèse qui est envisagée dans la loi aujourd'hui? Non, mais on la demande. Mais on la demande. On la demande. Je dois dire que je crains fort, vu le process tel qu'il est décrit dans le texte de l'Assemblée et le texte du Sénat, je pense que nous ne serons pas suivis, mais c'est de faire en sorte que cela soit proposé, demandé, au moins par voie d'amendement, au moins qu'il y ait un débat, de façon à ce que la verbalisation soit faite. Est-ce que vous avez connaissance de systèmes dans lesquels il existe une clause de conscience d'établissement? Non, mais vous savez, le seul problème, c'est que chaque pays a sa législation et la définition d'un établissement ou non, hein. Donc, alors j'avoue que je suis d'autant plus sensible au sujet que, comme je l'ai dit, nous intervenons au domicile des gens, mais nous avons un statut d'établissement de santé. Oui. C'est-à-dire que, en l'occurrence, nous aurons l'inconvénient des deux. Donc, je suis très sensible à ce sujet-là. Donc, c'est pour ça que je réponds à la personne qui pose la question. Oui, nous y sommes favorables. Oui, nous tentons de faire en sorte que des amendements soient déposés à ce sujet. Mais ça ne peut être que par le biais de parlementaires qui seront d'accord avec nous. À titre personnel, c'est pas une histoire d'être d'accord ou pas d'accord avec, c'est que, bon, moi, dans ma manière de réfléchir et de travailler, il me semble considérer que la responsabilité renvoie forcément au jeu et à la singularité de celui qui décide, c'est-à-dire elle est personnelle, elle est humaine. Je crois, alors il y a une formule qui n'est pas de moi, mais qui a le mérite de faire réfléchir, c'est que les murs n'ont pas de conscience. J'ai un peu peur en termes d'inégalité d'accès, parce que c'est vrai pour tout, hein. Aujourd'hui, on l'a déjà. Vous savez, et l'aide à mourir, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça nous pousse à réfléchir peut-être plus loin et demain de progresser en amont de tout ça. Il y a des établissements où aujourd'hui on ne pratique pas, Elisabeth, la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès parce que pour certains, ils considèrent que c'est déjà mourir, faire mourir un peu. Il y a des gens qui ne poussent pas encore la morphine parce que pour certains, c'est faire mourir un peu. Donc si demain, certaines institutions sur des valeurs institutionnelles respectables venaient à considérer qu'un certain nombre d'actes qui soient légaux et qui remplissent les conditions ne puissent pas être appliqués là où le malade se trouve, tout en étant fervent défenseur des soins palliatifs d'abord et encore et toujours. Et je pense pas que sur le plan, alors moi je suis pas juriste et c'est pas le moment de faire le débat, mais je crains que, comme tu le disais à un autre moment tout à l'heure, l'enfer puisse être pavé de bonnes intentions. Je reviens à quelque chose qu'a aussi évoqué Marie-Odile, c'est la temporalité. Dans le texte de loi, on a l'impression que les choses doivent aller très vite. Les délais pour mettre en place les opérations sont courts. Or, l'exemple que nous a proposé Marie-Odile, c'est celui du dialogue, celui de la relation qui permet de faire évoluer. Comment est-ce que on pourrait infléchir peut-être ça pour donner du temps? Vous voyez, d'un côté, il y a des gens qui disent il faut que ça aille vite parce qu'une fois qu'on a pris la décision, on n'a pas envie que ça traîne. Mais de l'autre côté, on se rend compte que même quand la décision est prise, est-ce qu'elle est aussi définitive ou est-ce qu'elle est baignée d'ambivalence, comme Marie-Odile nous l'a montré? C'est quoi une bonne temporalité pour vous? Qui Allô? c'est qui veut répondre?
Est-ce que, Moi, je veux bien répondre. est-ce que- La bonne temporalité, c'est la temporalité du patient. C'est vrai que les délais, là, c'est vrai que c'est assez caricatural. Et alors là, désolé pour nos amis parlementaires, mais personne, en tant que médecin, n'ira m'imposer le rythme que je dois prendre pour prendre une décision difficile. Euh, une décision difficile, il y a cet adage d'un ancien Premier ministre de prendre le temps, de prendre le temps, de prendre le temps. Oui, il peut y avoir des urgences cliniques, mais ça, on les connaît, les réanimateurs le connaissent, les services sécu le connaissent. En EHPAD, on peut être amené. J'en ai dû en gérer une aujourd'hui parce qu'il y a des décompensations qui sont parfois très rapides et des décisions de soulager, d'endormir, doivent se faire parfois très très vite parce que la situation clinique l'exige. Mais ce n'est pas le législateur qui va me donner le tempo de la réflexion et de la décision que je devrais prendre, a fortiori quand c'est une affaire de vie ou de mort. Et a fortiori demain, si c'était celle de donner délibérément la mort. Donc, laissons, et je reviens sur cette question de confiance. La société ne fait plus confiance. Aujourd'hui, les corps professionnels de santé, on ne leur fait plus confiance. Moi, je ne sais pas s'il y aura une aide à mourir demain, mais je pense que le cœur de la garantie qu'il ne fasse pas n'importe quoi, c'est le corps médical. J'appelle vraiment, c'est un plaidoyer pour le corps médical de se réapproprier la fin de la vie, et y compris celle de leurs propres patients. Je vais vous prendre une cas, pardonnez-moi de dévier un peu, mais je suis très colère symboliquement aujourd'hui qu'on a passé la main au certificat de décès au personnel infirmier. Oh, non pas que je n'ai pas confiance aux infirmiers, mais c'est peut-être encore la dernière fois où le médecin voyait un mort. Il y a des médecins aujourd'hui qui, et je ne leur jette pas la pierre, le système est complexe, mais si le corps médical ne se réapproprie pas la fin de vie de ses patients, si le corps médical ne se sent à l'aise qu'avec la guérison et les exploits de la médecine, oui, là on pourrait douter. Si le corps médical reste au cœur d'une décision qui sera celle d'une poursuite de soins, d'un arrêt de traitement, d'un médicament qui soulage, d'un médicament qui endort à la fin, il n'y aura pas de dérapage. Les dérapages, ils ne viendront pas de la loi ou les garanties ne viendront pas d'une loi qui interdirait ou pas. Ils viendront du corps médical qui se réappropriera l'accompagnement jusqu'au bout de ses patients, accompagné des équipes, de l'intelligence collective et de la parole écoutée, accompagnée. Moi, c'est ce credo qui me motive et qui me porte depuis toujours. Et Tanguy, sur la Oui, bonne Marie. temporalité, alors effectivement, il y a en premier la temporalité du résident dont il s'agit. Et pour moi, la bonne temporalité, c'est aussi celle qui laisse le temps à l'équipe de se réunir, de parler ensemble, de faire venir la famille, de parler avec eux, de contacter le HAD avec lequel on fait des très bonnes sédations profondes et continues quand il y en a besoin. C'est tout ce temps de l'accompagnement et de l'organisation autour du résident pour l'accompagner. Donc, faire confiance à la compétence, y compris en réseau, des professionnels pour pouvoir accompagner l'évolution possible de cette demande, alors qu'aujourd'hui, le texte considère que dès lors que la volonté libre et éclairée, la demande est obligatoire. Elle engage. Elle engage les professionnels dans une temporalité courte. Du coup, on voit que ça m'amène sur une autre question qui est celle de la collégialité. Parce que dans le texte de loi, on parle de réunion pluriprofessionnelle, mais elle peut être réduite à 3 personnes. Donc, quelle est votre inquiétude au regard de cette décision dite collective qui est en fait ramenée à quelques individus, lesquels n'ont d'ailleurs pas forcément ni les compétences ni l'expérience préalable. Donc, à quel point c'est important pour vous la collégialité ? Tu vois, quand on est sur du soin palliatif, on réunit, il y a le médecin, il y a l'infirmière, il y a l'IDEC, il y a la psychologue, il y a une aide-soignante du service, il y a les familles, et quand le résident peut être là, quand il n'est plus là, voilà, quand il n'est plus en capacité, on fait sans lui. Et il y a moi. Et il y a à minimum ce nombre de ces membres-là qui se posent la question. S'il faut intégrer une ergothérapeute, on le fait parce qu'il peut y avoir du confort en termes de fin de vie. Et on arrive même à interroger l'après avec les familles pour être sûr aussi qu'ils soient préparés. On est dans un type de conseil aussi de dites-leur s'il y a des choses que vous voulez leur dire, dites-leur maintenant. On est sur le type de conseil de autorisez-les à mourir.
des fois, c'est ça qui bloque, quoi, que la famille puisse juste arriver à dire, écoute, voilà, on a eu une vie extra ensemble, tu t'es bien battu là sur la maladie, vraiment maintenant tu peux y aller. Ce sont des situations déjà qui permettent de laisser les gens partir sereinement. Donc, à minima, pour moi, l'équipe, c'est toutes les personnes qui vont être utiles parce qu'elles ont quelque chose à apporter dans cette discussion et parce qu'elles ont une place dans cet accompagnement. 3 personnes, très franchement, je ne vois pas comment c'est possible. Alors, sans excès d'optimisme, là, encore une fois, il y a l'intérêt de la justice et de la jurisprudence et des lois. Encore une fois, demain, s'il y avait une dépénalisation, les lois antérieures ne s'effacent pas. L'art de l'exercice professionnel d'une décision difficile ne s'efface pas. Ça se fait dans toutes les problématiques difficiles. On pense au cancer, on pense aux soins palliatifs en général. On pense aux décisions, effectivement, de poursuivre ou d'arrêter un traitement, quel qu'il soit. Donc cette collégialité, elle est au cœur de l'intelligence collective, et j'allais dire, moi je fais un petit peu clin d'œil à mon histoire, elle est même dans la jurisprudence, puisque ça va même au-delà de la loi, la jurisprudence. Toute décision qui pourrait être attaquée, et par définition toute décision médicale peut être attaquée, nos contemporains l'oublient un petit peu, mais un médecin, il peut demain finir devant les juges, quelle que soit la qualité de sa réflexion et de sa décision, mais si elle n'a pas été rigoureuse, il pourrait être évidemment remis en cause jusqu'à perdre parfois son exercice de professionnel, à exercer la médecine. Donc aujourd'hui, la jurisprudence est claire. On a de devoir, dans une décision difficile, de s'assurer que toutes ceux qui veulent s'exprimer puissent s'exprimer. Voilà, encore une fois, c'est la jurisprudence Lambert, première instance tribunal administratif. Il y a besoin, même, c'est aller pas simplement s'arrêter à la personne de confiance. C'est clair, il faut, dans une décision difficile, bien sûr, la voix de la personne passe au-dessus de tout. Ses directives anticipées, quand il ne peut plus s'exprimer, sa personne de confiance, ou à défaut, le témoignage de tous les proches. Et dans le témoignage de tous les proches, on y met tous les professionnels qui connaissent la personne. On y met tous les proches familiaux qui ont été de près ou de loin et qui ont envie d'exprimer quelque chose sur la décision qui est prise médicalement. Cette intelligence collective, elle est au cœur de la complexité. Donc, moi, encore une fois, dans les textes de loi d'aujourd'hui ou de demain, même si on peut enfoncer le clou et ça va mieux en l'enfonçant, mais encore une fois, je n'imagine pas qu'une décision délicate, difficile de vie et de mort, et encore une fois, tous les jours, on prend des décisions d'interrompre des traitements, et bien, qui aussi mènent à la mort, même si ça n'a rien à voir dans les conséquences qu'on évoque ce soir, eh bien, la décision est bonne au sens éthique, au sens philosophique, au sens humain, si elle a été éclairée. Je vous donne un exemple concret, puisqu'on aime le concret. Et moi, il y a des décisions parfois. Madame Elisabeth Hubert va devoir nous quitter bientôt. Oui, donc, je donne la parole de conclusion à Elisabeth. Il y a parfois la bonne décision, l'information est apportée par le personnel d'entretien de la Chambre, parce qu'il y a eu le témoignage le plus essentiel à la bonne décision. Parce qu'il n'en a pas parlé à l'infirmier, il en a parlé au médecin, il en a parlé à l'agent d'entretien, comme on dit pudiquement dans l'hôpital public. Donc, si je résume, pour vous tous, cette procédure qui réduit à 2 ou 3 professionnels une pseudo-discussion collégiale est en fait une privation d'informations de premier ordre et d'intelligence collective. Elisabeth Hubert, je sais que vous devez nous quitter parce que vous prenez un train. Est-ce que vous avez un point que vous souhaitez mettre en avant avant de partir? Non, parce que je crois qu'il y a une continuité dans les propos que nous tenons les uns les autres. Sur la collégialité, tout a été dit. Je pense surtout, si vous voulez, que la seule chose que je peux encourager à faire, c'est aux participants, c'est de lire les textes. C'est-à-dire, la première chose déjà, de bien avoir en tête et de partager avec les équipes et les professionnels ce qu'est la sédation profonde et continue, ce qui était le contenu de la loi Leonetti-Claes de 2016, c'est-à-dire le dernier texte, si mal appliqué, si mal enseigné. Et puis la deuxième chose, c'est aussi de lire ce qui a émané de l'Assemblée nationale et de lire ce qui a émané de la Commission des affaires sociales du Sénat. Je crois que ce qui est très important, c'est pas trop fastidieux, il faut se plonger dedans, mais c'est effectivement important que les uns ou les autres qui évoluons dans le domaine sanitaire ou médico-social ayons pleinement conscience de ce qui est en train d'être évoqué et de se faire une
opinion. Elle sera ce qu'elle sera, mais il faut que ça soit en connaissance de cause. Oui, donc un vrai conseil de se documenter, de se former, parce que c'est là encore des choses qui ont été insuffisamment mises en œuvre sur les précédentes législations. Clairement. Et je vous dis au revoir. Désolée. Merci pour vos apports et Elisabeth. merci pour votre contribution. Bon voyage. Merci. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je voudrais prendre une autre question. Les directeurs et directrices des résidences autonomie expriment leur désarroi face au texte de la loi et se demandent comment faire face aux demandes de suicide assisté qui ne manqueraient pas d'être faites si le texte était voté. Actuellement, si un résident a des idées suicidaires, le personnel fait tout pour lui faire changer d'avis. Quid du délit d'entrave? Comment ça vous fait réagir, cette question? Comment est-ce qu'on va réussir à accompagner les professionnels dans quelque chose de très ambigu, à la fois une mission de protéger la vie et en même temps un risque de délit d'entrave? Sur les idées suicidaires, en fait, nous, on observe qu'un résident peut dire assez régulièrement qu'il a envie de mourir et que pour autant, quand il est écouté, il y a des choses qui se cachent derrière. L'envie de mourir, ça peut être ma famille, voilà, j'ai envie de mourir, et puis quand on prend le temps et expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe pour vous? Voilà, ma famille devait venir me voir, elle ne vient pas me voir, elle ne vient plus me voir, voilà. Donc, on est dans un besoin d'être entouré. Ça peut être une douleur qui est exprimée, ça peut être parfois une façon de retenir un petit peu plus longtemps l'agent cadre de vie qui fait le ménage de la chambre, et puis on aime beaucoup ce moment qu'on est en train de vivre ensemble, et puis comme il se sauve, voilà, je dis moi j'ai envie de vous mourir, et puis je le retiens un petit peu. Il y a beaucoup de demandes, de liens, d'être écouté, et je pense que la plus grande arme, j'aime pas le mot, mais la plus grande arme qu'ils peuvent avoir dans cet accompagnement en résidence autonomie, c'est de se mettre à l'écoute vraiment des personnes qu'ils ont en face d'eux et de chercher à comprendre déjà ce qu'il y a derrière la demande. Est-ce que ça signifie que dans l'hypothèse où la loi serait votée et donc applicable, il y a une nécessité de faire monter en compétence d'écoute encore davantage les professionnels face à des situations qui vont devenir de plus en plus ambivalentes? On ne perd jamais à faire monter en compétence d'écoute des Dit résidents, autrement, est-ce que cette des compétence... salariés. Et puis, ça me paraît évident que mieux on écoute et mieux on entoure. Ce qui est important, c'est de revenir sur les faits, Tanguy, sur la souffrance que je vais qualifier de pathologique des personnes âgées qui les poussent au suicide, parce que nos auditeurs n'en ont peut-être pas totalement conscience, mais les populations qui se suicident le plus dans notre société aujourd'hui, qui ont le risque le plus de mourir par suicide, sont les personnes âgées et très âgées. Mais pour mettre un regard positif sur nos institutions médico-sociales, que sont les EHPAD ou les résidences-services, c'est probablement dans ces services-là où les taux de suicide sont les plus faibles, toutes choses comparées par ailleurs. Et pas simplement parce qu'on les protégerait ou les surprotégerait, mais parce que la première des réponses positives qu'on ne sait pas reconnaître encore au monde de l'EHPAD et des résidences, c'est celle du lien social et de la vie sociale. L'isolement social, la mort sociale est probablement la plus grande des souffrances. Elle est insidieuse, elle est silencieuse, elle ne laisse pas de traces, sauf quand ça pousse au suicide. Donc déjà rappeler que quand même les EHPAD et les institutions médico-sociales sont des lieux de vie où la qualité de vie y est, même si aujourd'hui elle n'est pas connue, pas reconnue, et que probablement que les moyens suffisants ne sont pas donnés en qualité, en quantité et en compétences. Ça, c'est le premier point. Donc, moi, je ne fais pas de confusion entre, alors c'est vrai que c'est un mauvais terme, entre la question du suicide, et qui est un combat permanent parce que c'est une souffrance aiguë, ultime, et il y a des magnifiques témoignages de philosophes ou de poètes sur ce qu'est le drame de la poussée suicidaire, qui est forcément ponctuelle et réversible, d'une dépénalisation, d'une aide à mourir par ce qu'on appelle effectivement, avec beaucoup de confusion, le suicide assisté. Par contre, ça nous oblige à toujours s'assurer qu'on a mis tous les moyens possibles pour que la qualité de la vie qui prenne fin continue à faire sens, et ça, on y a beaucoup évoqué ce soir. Sur le délit d'entrave, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je pense il sera nul et non avenu, même s'il reste dans la loi. Pour moi, je serai le parlementaire.
je le retirerai. Il n'a pas d'intérêt. Il fait écho à un vieux débat historique des années 70 sur la question du délit d'entrave par rapport à l'interruption volontaire de grossesse. Et la comparaison s'arrêtera là parce qu'il n'y en a pas. Je n'imagine pas qu'un médecin en responsabilité, dont je pourrais largement être, décide au bout du bout d'une réflexion de ne pas répondre favorablement à une aide active à mourir, que je risquerais le délit d'entrave. Je le risquerais si je n'ai pas rempli mes obligations de moyens en termes de réflexion, de recherche de collégialité, d'intelligence collective, de réponse à tout ce que la société peut donner. Et si au bout du bout, ma conclusion éclairée est celle de non-réponse à une aide active à mourir, j'irai m'expliquer devant mes juges si un tiers venait à considérer que j'ai entravé quoi que ce soit. L'entrave, c'est quoi? C'est celle d'une opposition dogmatique à des demandes qui pourraient être, exceptionnelles ou réfractaires. Donc voilà, donc moi voilà, je suis un éternel optimiste parce qu'encore une fois, les lois, ce sont des cadres et c'est pas les cadres qui nous font dire ce quand je dois être dans le cadre ou pas. Ils me font juste dire si je suis dedans ou dehors, mais je Oui. peux exceptionnellement être dehors tout en expliquant pourquoi je suis sorti du cadre. Je cite des éléments du texte de l'Assemblée nationale sur la question du délit d'entrave est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur l'aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, dans un but dissuasif, soit en perturbant l'accès où est pratiquée l'aide à mourir en tout lieu, soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques. Donc, je trouve intéressant dans ce que tu viens d'évoquer, Éric, l'idée que n'apparaît pas dans le texte de loi le fait qu'on se serait donné préalablement tous les moyens de bien entendre la demande et de préserver une, comme on l'a intitulé dans la note à laquelle tu as participé, la note du cercle, une vie désirable jusqu'au bout. Mais en l'état actuel, le texte de loi est suffisamment clair pour pouvoir englober un grand nombre de situations visant à dissuader. Donc là, il y aurait sans doute besoin d'affiner cette partie-là, dont je redis que le Sénat n'a pas repris cet article dans sa proposition. Exact. Je prends une autre question. La question du suicide va effectivement devenir très complexe. Pourquoi un suicide devrait être encore traité comme un EIG? Pardon, mais je ne suis pas familier. C'est quoi? Vous allez m'aider? Un événement EIG. indésirable grave. Merci. Quid de l'application de la non-assistance à personne en danger suite à l'expression d'un désir de suicide? Il faudra vraiment reparler du statut du suicide. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qui... D'abord, le mot suicide n'apparaît pas dans le texte de loi, même si conceptuellement, ça y fait un peu référence. Et on voit bien depuis le début que c'est une pierre d'achoppement sur ce texte. Donc voilà, peut-être qu'on a déjà répondu d'une certaine manière à la question, à part l'application de la non-assistance à personne en danger. On sent que, tel que c'est formulé, il y a des injonctions paradoxales qui pèsent sur les professionnels. À la fois d'empêcher par tout moyen les gens de se donner la mort, mais en même temps d'y souscrire quand ils auraient une demande libre et éclairée. Et je trouve que c'est faire peser sur les professionnels dont ce n'est pas forcément le métier la gestion d'une injonction paradoxale qui va les fragiliser alors même que rien n'est prévu pour venir les soutenir dans cette posture. Toute cette loi est une injonction paradoxale par rapport aux soins dont on fait preuve envers les résidents. C'est-à-dire que notre travail, c'est... Enfin, on a des résidents qui nous disent quand même qu'ils sont chouchoutés chez nous. Enfin, pas pour opposer de l'hôpital, mais ils nous disent à l'hôpital, on nous soigne, ici, on nous chouchoute. Donc, effectivement, ça n'est qu'injonction paradoxale d'imaginer qu'à un moment, ce lieu de vie que nous sommes, de vie et de soins, pourrait devenir un lieu où on donne la mort. Et donc ça, est-ce que ça vous semble être de nature à, on l'a déjà dit beaucoup, donc mettre en difficulté les professionnels, mais aussi mettre en difficulté les établissements? On ne s'est pas peut-être assez penché sur l'impact sur les établissements et sur les directeurs d'établissements.
Toi, Marie-Odile, comment est-ce que tu crains, en tant que directrice d'établissement, l'arrivée de cette loi? Bah, c'est l'identité de l'EHPAD qui est remise en question. Aujourd'hui, si vous allez lire un projet d'établissement, à aucun moment il existe cette hypothèse-là. Donc, alors, en vrai, je ne suis pas très inquiète parce que, comme le disait Eric, voilà, la loi ne peut pas tout. Et ce que j'observe aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y aurait très peu de résidents concernés dans l'EHPAD quand notre travail est bien fait. Voilà, maintenant, je pense que le risque qu'il pourrait y avoir malgré tout, c'est à un moment un risque que nos identités soient percutées. Voilà. Donc, d'une certaine manière, une singularité très forte qui fait aussi la richesse de notre système de santé, hein, où les établissements peuvent affirmer des valeurs, mais sur ce sujet-là, leurs valeurs seraient escamotées, seraient mises en suspens, c'est ça que j'entends. Oui, enfin, là encore, la carte d'identité de l'EHPAD, c'est accueillir, c'est trouver du sens à la vie, c'est trouver les multiples façons de faire plaisir à des personnes vulnérables, c'est d'accompagner les familles, c'est d'entourer les équipes. Voilà, c'est ça notre identité. Donc effectivement, ça viendrait percuter notre raison d'exister. Et quand vous interrogez des résidents sur qu'est-ce qui fait que vous travaillez en EHPAD plutôt qu'ailleurs, alors que c'est un travail compliqué avec de la fin de vie déjà accompagnée, avec du corps vieux, avec de la maladie, ils disent que la première chose qui leur donne envie de venir travailler, c'est la relation qu'ils ont aux résidents. Et la deuxième, c'est le sentiment de cohésion d'équipe. Donc effectivement, là, on vient appuyer dans un milieu médico-social où déjà on a du mal à recruter des aides-soignants, des infirmiers. On vient pile poil taper sur les deux choses qui sont les plus importantes pour eux. Donc j'entends que tu ne te sens pas menacée en tant que directrice d'établissement. A priori, d'ailleurs, le projet de loi ne prévoit pas de sanctions spécifiques pour les directeurs d'établissement, mais tu es inquiète au regard de la santé de tes professionnels et inquiète au regard de l'identité de l'établissement qui pourrait être perturbée, mise à mal par cette loi. Tout à fait. Et je suis aussi inquiète sur la volonté libre et éclairée, parce qu'on le voit très bien dans une entrée en EHPAD, les résidents viennent et nous, on vérifie toujours le consentement. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas une personne qui rentre dans mon établissement sans être consentante. Sauf que au bout de quelques semaines, des fois, tu peux avoir la personne qui t'explique qu'elle est rentrée pour soulager sa famille, parce que ça la rassurait et que ce n'était pas vraiment son choix. Et de la même façon, sur la fin de vie, à quel moment, pour ne plus coûter ou pour ne plus déranger, la personne pourrait dire que dans un consentement libre et éclairé, elle veut en terminer, alors qu'au final, on n'est absolument pas sûr que ce consentement reflète ce qu'elle pense au plus profond d'elle-même. Donc ça, c'est aussi des questionnements. Oui, avec les professionnels qui seraient mobilisés et qui n'auraient pas forcément les mêmes formations, la même expertise que vous pour recueillir le consentement, qui est un acte complexe. Donc le risque que j'entends, c'est que dans cette loi, on prenne au pied de la lettre une demande, laquelle sera recueillie par un professionnel qui n'est pas expérimenté dans le recueil du consentement. Qui va Des être gens une fragiles. demande à un temps T extrêmement précis. Alors que là encore, sur un accompagnement long, avec des discussions multiples, avec des professionnels multiples, on a une connaissance de la personne qui est beaucoup plus complète et qu'on n'aura pas sur un entretien médical, aussi long soit-il. Ok, j'ai une remarque, il nous reste 6 minutes à passer ensemble. En tant que directeur d'EHPAD, je me sens menacé car je devrais présenter aux tutelles une organisation d'euthanasie que je ne peux pas en conscience mettre en place. Donc là, on est sur une menace morale aussi, et pas en premier lieu une menace juridique. Et puis, une autre question, combien d'EHPAD ont un médecin coordinateur formé en soins palliatifs ou des salariés formés aux soins palliatifs ou des référents infirmiers formés? Ça pose la question de la ressource palliative dont toutes les instances montrent qu'elle est encore très insuffisante.
Et je précise pour tout le monde, c'est aussi la raison pour laquelle les deux projets de loi qui initialement étaient fusionnés en un seul ont été dissociés pour qu'il puisse y avoir une loi sur les soins palliatifs et une loi sur la fin de vie. Mais est-ce que vous confirmez que finalement, est-ce que vous observez qu'il y a une montée en compétences palliatives dans vos établissements, graduelle, ou est-ce que vous pourriez craindre que l'adoption d'une telle loi dissuaderait des gens de monter en compétences au niveau palliatif? Je vais répondre, je vais rester encore une fois éternellement optimiste. D'abord, alors évidemment, on peut, mais c'est pour ça que les problématiques que vivent l'EHPAD aujourd'hui sont déjà chroniques et donc et fortes et la loi. Alors certains diront que ça va en rajouter ou d'autres vont les créer. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on reste dans nos obligations de moyens. C'est vrai que le monde de l'EHPAD est un monde fragile en termes de gestion humaine des ressources. Par contre, la culture palliative rentre de plus en plus dans les EHPAD, avec diplôme ou sans diplôme, parce que le meilleur des diplômes, c'est celle de l'expertise et de le faire souvent. Et je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, ce sont des lieux spécialisés de vie qui prennent fin, et globalement, les équipes font un très beau boulot et en particulier en matière du care, du prendre soin, d'accompagner, de soulager, de faire du lien, c'est important. J'en profite pour un petit clin d'œil parce qu'il y a eu un petit mot tout à l'heure d'un de nos auditeurs. J'oublie pas les bénévoles. Vous avez bien raison d'y insister. La société, elle est une et indivisible et ce triptyque professionnel, famille, bénévole avec et en soutien aux professionnels, il est incontournable. Donc merci de l'avoir rappelé, vous êtes profondément dans mon cœur. Moi, si je m'autorisais une conclusion aujourd'hui, j'allais dire mes priorités d'hier seraient renforcées demain si la législation devait dépénaliser l'aide active à mourir. Euh, je ne m'obstinerai pas. L'humilité médicale devant une vie qui prend fin. Je ne t'abandonnerai pas, quelle que soit la décision que tu souhaites stabiliser et la manière dont tu voudrais finir tes jours. Je t'accompagnerai donc jusqu'au bout et je ne te laisserai pas souffrir. Depuis la nuit des temps, c'est véritablement notre vocation, notre force. Et vraiment, j'espère que, je ne sais pas ce que fera le législateur, qui décide ou pas, mais j'espère qu'on retiendra la leçon de ce débat et que ça va nous aider un peu plus encore à cultiver cette philosophie palliative qui est largement bien plus nécessaire encore que la médecine palliative. C'est un médecin palliato qui le dit. La médecine palliative a ses vertus, mais c'est bien d'une philosophie et d'un prendre soin palliatif qui est notre cœur de vie dans le grand âge. Nos grands âgés ne demandent pas à vivre plus longtemps, ils demandent à ce que ce temps de vie soit de qualité. Et quand ce temps de fin de vie est de qualité, eh bien, étonnamment, un pied de nez à notre science médicale, généralement la vie s'allonge. J'entends en guise de conclusion ton optimisme à dire que si la loi était votée, ça renforcerait encore ton besoin d'engagement. Ça veut dire derrière renforcer aussi, parce que toi tu as une longue expérience, mais renforcer la compétence des jeunes, de ceux qui arrivent, de les faire monter en capacité de ne pas prendre cette loi au pied de la lettre, mais de s'en servir comme étant un tremplin. Petit mot de conclusion aussi pour Marie-Odile, qu'est-ce que tu as envie de laisser en finale? Alors moi, je suis complètement à ce que vient de dire Eric. Je pense que cette loi nous donnerait la responsabilité aussi de plus communiquer ce qu'on fait et ce qu'on fait bien. Et que si les résidents viennent dans nos établissements pour qu'on les accompagne, qu'ils sachent avant même d'entrer qu'on les accompagnera jusqu'au bout et qu'on les accompagnera jusqu'au bout de la vie. Et je crois qu'on n'a pas besoin de nouvelles lois pour ça. Celle de Leonetti nous suffisait amplement. Merci. Je rappelle donc que nous avons publié une note pour un modèle français solidaire de la fin de vie, dont le cœur de la note tient en quelques mots, c'est comment est-ce que tous collectivement, société civile, professionnels, législateurs, notre responsabilité est de rendre la vie des gens le plus désirable possible jusqu'au bout. Et donc ça, c'est véritablement un projet politique et qui vient heurter d'une certaine manière cette loi qui prend le parti d'abréger la vie là où
où la responsabilité de chacun, c'est de faire en sorte que tout le monde trouve de belles raisons de vivre dans sa vie. Je tiens à vous remercier de votre participation. Je tiens aussi à m'excuser de mon côté figé. Mon ordinateur s'est retrouvé bloqué, y compris à ne plus pouvoir supprimer la slide qui était exposée. Et je n'ai pas voulu prendre le risque en tripatouillant en plein échange que ça coupe tout. Donc voilà, moi je suis resté figé, mais l'essentiel c'est que nos intervenants aient pu, je l'espère, apporter des éclaircissements aux questions que vous pouviez vous poser. On a compris qu'il y avait des facteurs de risque, on a compris aussi qu'il fallait pouvoir cultiver l'idée que cette loi nous oblige à inventer un soin toujours de meilleure qualité. Nous terminons dans les temps, je vous laisse, on a conclu et il y aura certainement d'autres occasions de discuter, cette fois-ci sur un texte qui sera un peu plus abouti puisqu'on est encore dans un système en discussion avec une navette parlementaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Pour les cœurs et bonne année. Et je vous souhaite une très bonne année à tous et à toutes. Merci beaucoup, bonsoir.